Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors vous l'avez compris, Héraclès a survécu bien sûr, sinon on ne serait pas là pour en parler. Il a survécu à la jalousie d'une déesse, il a survécu à une tentative d'infanticide. Mais survivre, c'est pas encore vivre. Car grandir, pour Héraclès, va rapidement devenir un problème. Il n'est pas seulement différent, il est excessif. Très tôt, son corps échappe aux normes humaines traditionnelles. Il grandit trop vite, il devient trop large, trop puissant, trop massif. Sa force dépasse celle des hommes avant même qu'ils ne comprennent ce qu'est la force. Or, encore une fois, dans le monde grec, la force n'est jamais une vertu en soi. Elle doit être contenue, canalisée, mise au service de la cité. Et sans ça, cette force devient une menace. Et Amphitryon le sait. Il veut faire de son fils adoptif un homme accompli, un aristocrate grec conforme à l'idéal. Donc il lui donne les meilleurs maîtres. Alors Héraclès apprend à tirer à l'arc, forcément, à conduire un char, à combattre en armes. Il excelle et il domine sans effort. Mais l'éducation grecque ne se limite pas à la guerre, vous l'avez compris. Un jeune homme doit aussi apprendre la musique. Pas pour le plaisir, mais pour l'équilibre. La musique discipline l'âme, comme le combat discipline le corps. Et c'est là que tout se brise. Héraclès déteste la musique. Il n'a ni patience, ni oreille, ni goût pour la mesure. Son maître, Linos, pourtant prestigieux, insiste, il corrige, il reprend, il fait ce que fait un pédagogue. Héraclès ne supporte pas la contrariété. Un mot de trop, un geste brusque, et la violence surgit. Il saisit l'instrument, il frappe, Linos meurt. C'est pas un meurtre prémédité, c'est pas un crime réfléchi, c'est un geste tout simplement incontrôlé, mais avec pour résultat identique, le gars est mort. Pour la première fois, la société grecque est confrontée à ce paradoxe. Un jeune homme exceptionnel, mais déjà dangereux. Et Amphitryon ne peut pas le protéger. Il doit le punir, alors il l'éloigne. Héraclès est envoyé garder les troupeaux sur le mont Cithéron. Il est mis à l'écart, il est exilé à l'intérieur même de la cité. Et cette mise à distance est essentielle. Elle montre encore une fois que la force brute, sans maîtrise, n'a pas sa place parmi les hommes. Sur le mont Cithéron, Héraclès devient berger. Un colosse parmi les moutons, un être à part. Vous allez me dire quel gâchis. Mais c'est là que la violence commence quand même à changer de nature. Vous avez un lion qui ravage la région. Il tue les bêtes, il menace les hommes. Alors Héraclès l'affronte, sans armes sophistiquées, avec un simple tronc d'arbre tant qu'à faire. Et il tue le lion. Pour la première fois, sa force n'est donc plus un danger, elle devient une solution. Et ce premier exploit est un exploit fondateur. Il révèle ce que la société va attendre désormais de lui, qu'il mette sa violence au service de la protection. Et Amphitryon, du coup, le rappelle à Thèbes. Héraclès reprend sa place parmi les hommes. Mais le retour n'est pas pacifique. Sur la route, il rencontre des percepteurs envoyés par Orchomène pour lever l'impôt sur Thèbes. Et Héraclès refuse l'humiliation, il mutile les envoyés et il déclenche une guerre. La violence déborde à nouveau, il est incontrôlable ce gars-là. La guerre éclate, Amphitryon meurt au combat, Héraclès, guidé par Athéna, tue le roi ennemi. Et il rentre vainqueur. Alors la cité le récompense, le roi Créon lui donne sa fille, Mégara, en mariage, elle lui donne des enfants. Et donc, on se dit, mais c'est formidable, ça y est, tout semble enfin rentrer dans l'ordre. Héraclès a trouvé sa place, un guerrier victorieux, un époux, un père, un protecteur, fin de l'histoire. Tout va bien, merci, finalement cette émission aura duré 13 minutes. Mais non, cette stabilité reste très fragile, beaucoup trop fragile, parce que Héra regarde, et Héra n'a pas oublié. Héraclès a grandi, désormais c'est un homme heureux. Et ça, c'est très exactement ce qu'elle ne peut tolérer. Donc à ce moment de l'histoire, tout semble enfin apaisé, Héraclès est devenu ce que la cité attendait de lui, guerrier victorieux, époux légitime, un père, il vit à Thèbes, entouré de Mégara et de leurs enfants, il a une maison, une place, une reconnaissance. Pour la première fois, en fait, sa violence paraît contenue.
Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que le drame devient inévitable. C'est souvent comme ça d'ailleurs dans les films. Tout se passe très bien, etc. Et puis d'un coup de théâtre. Dans la mythologie grecque, le bonheur durable est toujours suspect. C'est très exactement la même chose dans les films, puisqu'évidemment, tout est tiré de tout. Et il attire l'attention des dieux. Et donc, comme je vous l'ai dit, il réveille même la jalousie d'Héra. Héra donc ne peut supporter ce qu'elle voit. L'enfant adultérin de Zeus qui vit heureux, quelle horreur. Il est honoré en plus, il est aimé, alors elle frappe. Alors elle frappe pas frontalement, pas par la force, mais par l'arme la plus redoutable, la folie. Et elle charge une Érinnée, une divinité de la vengeance, de s'emparer de l'esprit d'Héraclès. Et soudain, sans avertissement, tout bascule. Héraclès est chez lui, avec ses enfants, dans l'intimité la plus ordinaire. Ses sens se brouillent, le réel est en train de se déformer. Il ne reconnaît plus ce qu'il voit. Ses enfants deviennent des bêtes sauvages, des sangliers, des ennemis. Il saisit sa hache, c'est une horreur, et il tue. Il massacre ses enfants à coups de fer. Leurs cris emplissent la maison. Mégara accourt, elle tente de s'interposer. Elle meurt à son tour, la violence est épouvantable, elle est totale, elle est aveugle, elle est irréversible. Et puis soudain, le silence. L'Érinnée s'en va. Héraclès revient à lui. Il est debout, dans une salle éclaboussée de sang. Autour de lui, les petits corps mutilés, les enfants, sa femme. Il ne comprend pas, il n'a aucun souvenir. Ses serviteurs sont pétrifiés. Ils savent que leur maître est redevenu lui-même, mais personne n'ose s'approcher. Alors Héraclès comprend. Et il s'effondre. Il veut mourir, il veut se jeter dehors, mettre fin à ses jours, effacer ce qu'il a fait. C'est Thésée qui l'en empêche. Thésée accomplit alors un geste insensé aux yeux des Grecs. Il prend les mains d'Héraclès encore couvertes de sang, il les serre dans les siennes. Par ce geste, il partage la souillure, il devient symboliquement complice du crime, mais il refuse d'abandonner un ami. Thésée, c'est une chose essentielle, Héraclès n'était pas lui-même. Il était fou, il était manipulé par une déesse. Alors la cité hésite. Peut-on condamner un homme pour un crime commis sans conscience ? Peut-on absoudre un père qui a tué ses enfants ? La réponse grecque est claire et terrible, on peut comprendre, mais on ne peut pas effacer. Héraclès est souillé désormais. Il contamine tous ceux qui l'approchent. Il doit partir. Thésée l'emmène à Athènes. Là-bas, on l'accueille avec compassion. On refuse de le traiter en criminel ordinaire. Mais Héraclès, lui, ne peut oublier. Il sait qu'il ne peut pas vivre comme avant. Il porte la faute. Et tant qu'elle n'est pas réparée, elle le ronge. Alors il part. Il se rend à Delphes, il interroge la Pythie, il demande ce qu'il doit faire pour se purifier. La réponse est sans appel, il devra servir Eurysthée, devenir son esclave, perdre sa liberté, obéir. Alors pour un grec, c'est l'humiliation suprême, mais Héraclès accepte, parce qu'il sait que la force ne suffit plus, parce que la violence a dépassé toute limite, parce qu'il est prêt à tout pour expier cette horreur, et c'est ici que s'achève la chute, et que commence la pénitence. Héraclès n'est plus un héros victorieux, c'est un homme coupable du pire. Et désormais, chaque pas qu'il va faire ne sera plus un exploit, mais une tentative de réparation. Et les missions impossibles ne lui font pas peur. Il ferait n'importe quoi pour se purifier. Selon la légende, il n'aurait que 16 ans. Eurysthée se révèle un esprit très inventif et quand l'homme le plus fort du monde se présente devant lui et lui propose humblement de devenir son esclave, il imagine avec l'aide de l'épouse de Zeus toute une série d'épreuves destinées à mettre à l'épreuve justement le courage, la témérité et l'intelligence d'Héraclès. Ce sont les fameux 12 travaux.